Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer, à éclairer l'idée selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous avançons sans le savoir, l'ensemble humain, depuis qu'on s'est séparé des autres primates, on évolue dans un sens précis, dans un sens dans une destinée en fait, d'où le hasard est exclu. Donc on va dans un sens, on cherche à atteindre notre ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est le paradis, en somme. Voilà, c'est l'idée qu'on peut se faire d'un fonctionnement paradisiaque, c'est-à-dire un fonctionnement parfaitement écologique qui n'impacte plus du tout la planète, un fonctionnement où il n'y a plus de possession individuelle, tout appartient à l'humanité. Les hommes ne sont plus des loups pour l'homme, on est dans une fraternité absolue, on est dans une sorte, voilà, un paradis, quoi, un endroit où tout est accessible à tout le monde. On peut marcher sur toute cette planète, aller à la rencontre les uns des autres, participer, un peu être dans un système un peu participatif. Mais voilà, donc il faut que l'ensemble de techniquement, que la planète soit concrétisée, qu'on ait concrétisé techniquement cet espace qui est magnifique. La planète, c'est un paradis. Voilà, c'est simple. Hein, si tout vient à profusion, les fruits, les choses. Enfin, on peut vivre de cette façon. Et d'autant que dans cet état d'ultime perfection, l'homme est dans un état de contemplation, d'extase en somme. Il n'a plus besoin de travailler puisque tout est réalisé, le monde sera réalisé. C'est pour ça que je pense qu'il faudra encore quelques siècles, voire peut-être un millénaire encore d'évolution pour atteindre cet état-là. Il y a beaucoup de choses encore à résoudre, mais on les résout de décennie en décennie, on résout les choses, même s'il y a des choses qui continuent, qui se dégradent d'une certaine façon. Globalement, les choses s'améliorent. Et donc, on arrivera dans cet état-là. Et évidemment, c'est quelque chose qui concerne les siècles qui viennent. Mais c'est important de garder cette chose à l'esprit. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie soit sur des ouvrages, soit sur des émissions, des choses que j'écoute. Et là, par exemple, tout à l'heure, en prenant ma douche, j'ai écouté le tout début de l'épisode 4 sur 4 de Tant qu'il y a de l'espoir dans l'émission de France Culture qui s'appelle Avec philosophie. Et donc cet épisode 4 sur 4, c'est croire en la croissance avec les pragmatistes. Croire en la croissance avec les pragmatistes. Alors, j'ai écouté que le début. Donc, et à partir du moment où j'ai entendu les quelques phrases qu'on va écouter là, ça m'a suggéré tout de suite quelque chose d'important. Dans ce principe d'évolution dont je parle, vers la perfection, que j'ai imaginé il y a 23 ans. Voilà, c'était en l'an 2000 que le gros du travail. Le site a été conçu en l'an 2000, 2001, 2002. Voilà, sur 2-3 ans, j'avais construit toute cette théorie. Et dans cette théorie, évidemment, il y a plusieurs chapitres, et il y en avait un qui était sur l'évolution, sur le libéralisme, sur les problèmes du libéralisme et sur les problèmes du néolibéralisme.
puisque en l'an 2000, quand je commence à travailler à partir de cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », on est en plein néolibéralisme et je constate, je vois, je suis en recul par rapport à la société, j'ai du temps pour observer et je vois que ce monde, que le néolibéralisme pose un problème majeur à l'évolution de l'humanité. Et en même temps, il a un côté absolument positif, c'est-à-dire qu'il construit toutes les structures de la mondialisation, il tisse les liens du commerce, enfin, toute la structure pour fonctionner universellement. Et c'est ce qui fait que quand on a eu le problème du Covid, par exemple, l'ensemble de la planète a pu pratiquement tourner, même s'il y avait des hicks et des hocs à certains moments, mais on a vu qu'on peut arriver à fonctionner universellement sur des plans bien précis et avec de la volonté, on peut rapidement changer les choses en fait. Et donc à ce moment-là, je vois que la mondialisation, c'est quelque chose de très important dans notre évolution. On doit passer par cette étape-là. C'est une des étapes de l'unification humaine, mais elle entraîne comme tout progrès des conséquences, des affres, etc. Parce que c'est les pulsions qui nous dominent, c'est pas la conscience. On n'évolue pas à travers la conscience encore, ça va arriver, mais encore on est comme ça. Et donc c'est plus le désir d'enrichissement, c'est plus la vénalité, voilà, le moteur de la mondialisation n'était pas, on pourrait dire, humaniste, en somme. Hein. C'est autre chose qui motive ça. Et donc, tout de suite, je comprends que le libéralisme est quelque chose d'intéressant, puisqu'il amène l'idée d'égalité, mais qu'il faut maintenant que nous évoluions vers un symbiotisme. Donc, il y a dans une vingtaine d'années, je pense à l'idée du symbiotisme, de l'évolution vers la symbiose, vers le fait de s'entraider. En fait, tout en gardant l'idée du libéralisme, c'est-à-dire du désir de l'énergie créatrice que donne le libéralisme, l'intérêt, c'est de garder cette énergie, mais de changer la destination. Au lieu que ça soit le moteur égoïste, le moteur sur la domination, la prédation, etc., toutes ces choses primitives qui nous motivent, que ce soit une motivation universaliste. Et donc, c'est juste ça qui était intéressant. Et alors là, on va écouter ce que j'ai écouté tout à l'heure sous la douche. Et ça va être intéressant de pouvoir... Ça m'a tout de suite amené à une... France Culture, avec philosophie, Aïda Ndiaye. Nous arrivons ce matin au terme de notre série consacrée à l'espoir et nous vous proposons de nous demander si l'on peut croire en la croissance avec John Dewey. Si vous regardez l'économie, par exemple, qui est l'alpha et l'oméga aujourd'hui... Alors, croire en la croissance, j'ai tout de suite vu, maintenant, l'idée, c'est une croissance décroissante. Voilà. C'est pas le terme, mais c'est le terme qui m'a tout de suite sauté à l'esprit. Il faut partir sur un système de croissance décroissante, c'est-à-dire une croissance qui permet de décroître les vieilles valeurs, c'est-à-dire la consommation, le gaspillage, la compétition féroce, etc. Tous ces trucs qui abîment la croissance. Et
alors décroître ces choses-là et faire croître en fait la croissance symbiotique, c'est-à-dire une croissance qui permet, qui vise le meilleur, une croissance écologique, une croissance unificatrice, une croissance humaniste, une croissance avec toutes ces valeurs-là, toutes les valeurs pour l'unification qui sont destinées à l'unification de l'humanité. On peut partager, et ça ouvre un travail, ça donne un travail considérable à l'ensemble humain. Voilà, par exemple, et ça c'était quelque chose que j'écrivais il y a 20 ans, dans les banlieues, il y a 20% de jeunes qui sont au chômage, 40% à certains endroits, de jeunes en banlieue qui sont issus d'immigration, qui sont à la 2e ou 3e génération, qui ont une âme, parce que quand on est issu de quelque part, moi par exemple qui suis originaire d'Italie par mes parents, pourtant je suis né en France, je me sens absolument heureux d'être français, j'ai cet amour de ce pays, mais en même temps il y a quelque chose en moi qui est lié à cette Italie, et pourtant j'ai jamais vécu ni rien, et c'est le cas pour ces jeunes maghrébins, ces jeunes africains, ces jeunes asiatiques qui sont là. Et donc on a un potentiel, une richesse inouïe de gosses qui sont des ambassadeurs, qui peuvent aller aider, qui seraient ultra heureux d'aller transmettre ce que l'Occident a gagné sur ces dernières années au niveau social, au niveau éthique, au niveau égalité homme-femme, etc. Toutes ces valeurs qui sont bonnes, et les amener à voilà, aller être des ambassadeurs de tout ça, et donc être payés pour voilà, trouver du travail. On peut arriver à offrir à chaque être humain sur cette planète du travail, un travail humaniste, un travail symbiotique, un travail qui permet, qui valorise, qui est fait pour l'autre, pour aider l'autre, et les autres nous aider aussi. Par exemple, hier, j'ai pensé à une chose pareil, je ne sais plus ce que j'écoutais, et ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Oui, je lavais des pommes de terre et j'ai consommé peut-être 3 ou 4 litres d'eau en les lavant comme ça, sous l'eau, sous le robinet. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Etc. Et ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on voit, les gens qui vivent dans le désert, qui sont habitués à se faire des ablutions avec un tout petit peu d'eau, à se laver malgré tout avec 3 fois rien, à économiser. Et je me suis dit, ben dans 10, dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans, quand on va être devant ces trucs, on va les embaucher, ces gens-là, ils viendront nous éduquer, ils seront là pour nous apprendre à économiser l'eau. Voilà, et voilà, les Touaregs viendront nous apprendre à comment nous comporter avec sous ces conditions, etc. Bon, voilà, par exemple. Alors, on continue là. Pardon, je suis toujours dans l'exaltation. Alors. De ce qu'on débat à chaque fois qu'on compte. Quand on compte, on aime bien compter. Ça, c'est Jean-Marc, je ne sais plus comment il s'appelle. En général, on n'a pas envie de voir des limites. Donc, vous voyez, voilà des gens qui, par exemple, pensent que la croissance est un truc de long terme. Donc, d'un côté, on commence à manquer de pétrole. De l'autre, on se prépare à un changement climatique qui est loin d'être terminé, etc. Donc, vous voyez, les limites à la croissance, en fait, on commence à les voir. Elles commencent à être sous notre nez. Simplement, la part affective de notre cervelle continue à avoir envie de regarder les indicateurs qui vont bien, histoire qu'on puisse, une minute de plus, monsieur le bourreau, ne pas regarder la situation telle qu'elle commence à se présenter. Il a absolument raison, et ça c'est vraiment l'optimisme
forcenés de l'humanité. On a cet optimisme qui est là et qui est aussi un problème par certains côtés. Par un autre, ça fait que on a envie de construire cette humanité, de l'aider à évoluer, etc., etc. Et puis d'un autre côté, ça nous, voilà, par certains pôles, c'est un problème. Par exemple, si on joue à la bourse, eh ben, on a toujours, si on est optimiste, on se plante à chaque fois. Parce qu'on a toujours, oui, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va finir par monter, ça montera. Et en fait, on loupe le coche où il fallait vendre au début et on finit par tout perdre. Voilà, donc il y a ce côté-là. C'est notre nature, c'est clair. Mais et cette croissance, il faut bien... Ça commence à vraiment rentrer dans l'esprit humain que la croissance telle qu'elle était présentée avant, c'est fini. C'est terminé. Mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer une croissance, mais une croissance absolument symbiotique, une croissance écologique absolue, une croissance humaniste absolue, une croissance sur l'humain, sur l'unité de l'humanité, une croissance une croissance joyeuse, quoi, en gros, dans cette chose. Faut-il poser des limites à la croissance? C'est la question que se pose Jean-Marc Jancovici, que nous venons d'entendre ici dans une archive de 2019. Et c'est aussi l'un des enjeux de notre interrogation sur l'espoir. Parce qu'on l'a vu toute cette semaine, finalement, au cœur du concept d'espoir se trouve l'idée que nous pouvons tendre vers le meilleur, et ce, de manière peut-être indéfinie. C'est finalement l'idée que le meilleur est à venir, même si l'avenir reste fondamentalement ouvert et imprévisible. Bon, et bien justement... On peut changer cette idée d'imprévisibilité. On peut passer sur quelque chose. Justement, c'est tout le travail de la mécanique universelle. Dire, il n'est pas imprévisible. Non, c'est prévu. Si on y réfléchit bien, on voit que notre destinée, comme toutes les autres espèces, c'est d'atteindre notre ultime perfection. Et l'ultime perfection de l'homme, c'est pas d'avoir une Rolex au poignet, c'est pas d'avoir une Porsche, c'est de vivre en parfaite harmonie au sein de cette nature, dans une contemplation absolue et de jubiler, d'atteindre l'extase ou l'éveil ou la sagesse, peu importe comment on appelle cet état-là. C'est ça le but finalement. Mais il existe ce but. Et c'est là où il faut changer de paradigme. Le jour, et il va venir ce jour, le jour où l'humanité va prendre conscience qu'elle a un sens, qu'elle a une finalité, qu'elle a un objectif caché et inapparent pour l'instant, mais dont elle doit prendre conscience, ce jour-là, c'est fini. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'antagonisme. On passe tout de suite sur un modèle... Mais du jour au lendemain, on passe sur un modèle positif qui décide d'englober tout le monde, d'apporter le bonheur à chaque être humain, que ça soit un intouchable en Inde ou quelqu'un qui va se retrouver à être exilé climatique, ou quelqu'un, il sera pris en main et aimé et choyé comme tout être humain sur cette planète par l'humanité. Cet optimisme est-il tenable et sur quoi repose-t-il? C'est l'un des aspects de la pensée du philosophe pragmatiste américain John Dewey sur lequel nous nous penchons ce matin. Le concept de croissance joue chez ce penseur de l'éducation, de l'expérience et de la démocratie radicale un rôle clé. Alors, en quel sens faut-il l'entendre? En quoi cet optimisme n'est-il pas réductible à une naïveté discutable? Faut-il, avec John Dewey, croire en la croissance? Voilà. Alors... Je vous propose d'en parler ce matin avec mes deux invités. Julie Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure agrégée de philosophie, enseignante et doctorante en philosophie contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et votre travail de doctorat porte sur la conception de John Dewey, de la démocratie, sur la manière dont le pragmatisme thématise le processus d'idéalisation et le rôle que joue l'imagination dans cette conception. Nous en parlerons. Et bonjour Artaud Charpentier. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé et également doctorant en philosophie à l'École normale supérieure. Votre travail porte entre autres sur la philosophie sociale de John Dewey. Vous avez tous les deux contribué à
un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions de la Rue d'Ulm et que vous avez co-dirigé, Artaud Charpentier. Cet ouvrage s'intitule « Repenser la nature », Dioui, Canguilhem, Plessner. Voilà, donc on va arrêter là. C'est à peu près ce que j'avais écouté. Je ne sais pas la suite, ce qui est dit par ces intervenants. Donc j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller écouter cet épisode 4 de Avec Philosophie, que vous pouvez trouver sur le site Radio France, l'espace France Culture, et dans les grilles de programme, ça correspond à Avec Philosophie, c'est à 10h le matin. Voilà. Et donc, là, j'ai dit à peu près tout ce que ça avait suggéré, juste c'est un peu comme ça que je fonctionne. Il y a une fulgurance, il y a quelque chose un mot va m'amener à tout de suite une réflexion, une créativité. Et bon, c'est lié à mon esprit atypique. Alors, si je vais arrêter là pour cette vidéo, si vous pensez que cette vision un peu atypique a un intérêt pour le collectif, pour l'humanité, eh ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, tout ça, ça donne de la visibilité à ces vidéos. Voilà. Et vous pouvez aussi écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà. Et en parler autour de vous, et puis utiliser ces idées. De toute manière, c'est pour l'humanité, en tout cas, que ce travail se réalise. Voilà. Donc, pour cette vidéo sur le progrès, sur les... Voilà. Bon, bref, à bientôt. Merci de votre écoute.